Si vous suivez la voile de compétition, le nom de Paprec, premier acteur du recyclage en France, vous est forcément familier. Sponsor depuis 2 décennies de marins engagés dans les plus grandes courses, Paprec est désormais aussi partenaire principal de la Solitaire du Figaro et de la Transat en double Concarneau-Saint-Barthélemy, rebaptisée Transat Paprec, une transat qui va se courir en double mixte. L'entreprise n'investit pas dans la voile par hasard, c'est le fruit d'une tradition familiale. Jean-Luc Petit-Huguenin, le fondateur, découvre la voile sur un First 235. Sébastien, son fils aîné, directeur général du groupe, le convertit à la course, fêtant même ses 40 ans en participant à la Solitaire du Figaro en 2018. Mais si Paprec s'affiche aujourd'hui dans la voile de compétition, ce n'est pas qu'à cause de la passion des patrons, c'est aussi parce que les valeurs de la course font écho à celles du groupe, la ténacité, l'humilité, l'adaptabilité. Des qualités indispensables à terre comme en mer. Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival de films et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. On retrouve Erwan Leroux pour la deuxième partie de cet épisode d'Into the Wind. Nous sommes en 2009, il a sur la table une proposition qui ne se refuse pas, construire un Multi 59 et s'engager dans la Transat Jacques Vabre dans la foulée, en compagnie du skipper Franck-Yves Escoffier. Alors, on est en 2009, là c'est l'année de la bascule, quoi, hein, parce que tu vas effectivement tu vas rentrer, tu vas mettre le doigt dans l'engrenage et tu les as encore. C'est ça. C'est toujours pas fini. Ouais, c'est l'aventure Multi 50 qui commence avec la construction de ce magnifique bateau. Et puis c'est le début de la classe Multi 50 comme on la connaît là maintenant. Et avec 3 bateaux qui sont construits en 2009, avec le bateau de Yves actuel, le bateau de Prince de Bretagne, le bateau d'Hervé Cléris et de Lionel, mon choix après. Et puis nous, Crépeau 3, avec notre magnifique Victoire à Itajaï. Parce que voilà, tu cours la Jacques Vabre avec Franck-Yves Escoffier, et tu gagnes. Et à partir de quel moment tu sais que tu vas avoir un projet derrière? Comment ça se goupille? Alors non. T'es encore équipier. Ouais. Là, quand je parle de grande bascule, c'est que tu deviens enfin patron de ton propre projet. Ouais. Alors c'est l'année d'après. En fait, au départ de la Jacques Vabre en 2009, il y a un bateau qui s'appelle Fenêtre Cardinal avec le facteur de Baignon et sa femme Nicole qui font la Jacques Vabre sous les couleurs de Fenêtre Cardinal. Bon, le bateau, sur trilogique. D'accord. Et le bateau arrive à Lorient. Enfin bon, il met Alain Maignan, à gauche. Alain Maignan, exactement. Alain Maignan. Alain Maignan et Nicole, sa femme. Et malheureusement, ils s'arrêtent à Lorient et ils repartent pas. Bon, nous, on continue, tac, et puis, on gagne et tout, c'est top. Voilà. Et franchement, l'aventure Crépeau, humainement, sportivement, c'est quelque chose qui restera gravé, quoi. Là aussi, si tu veux, tu peux. Alors, j'ai rencontré beaucoup de marins, de skippers, de mecs qui m'ont emmené sur l'eau, qui m'ont accompagné, tout ça, mais il y a quand même, à chaque fois, c'est des histoires d'hommes, c'est des rencontres, c'est sûr, mais l'aspect humain, il y a quelque chose de vraiment qui s'est passé à ce moment-là, parce que l'aventure Crépeau avec Bertrand Chamberlois, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je pense que mais même Franck-Yves, Franck-Yves, Annie, tout ça, Loïc, Kevin, Hubert, tout le clan Escoffier, tout le clan, ça a été, moi j'en garde un souvenir mémorable, avec une bienveillance, des choses simples, tout ça, c'était vraiment top, quoi. Ouais, c'était vraiment top. Et c'est là où l'humain a pris aussi le pas. Enfin, voilà, l'humain a été quand même quelque chose d'important. Alors, je sais pas que c'était moins avant, mais en fait, là il s'est passé un truc, quoi. Voilà.
s'est passé un truc dans ma tête à moi, me dire attends, les relations humaines sont bien plus importantes que tout le reste, quoi. C'est à ce moment-là que tu l'intègres. Ouais, que je l'intègre. Ouais. Avant, j'en avais pas conscience, pas forcément. Mais là, je dis, bon, là, c'est quelque chose d'important dans la vie de tous les jours. Et voilà. Et donc, bref. Et d'ailleurs, je garde un très bon. Enfin, j'ai encore eu Bertrand il n'y a pas longtemps. Bertrand Chambert-Loire. Et voilà. Puis avec Francky aussi, on s'entend bien. Enfin, c'est top. En tout cas, on a construit un super bateau et puis après, il se passe quoi? Bertrand me rappelle en décembre 2009 après Itajaï. C'est pas Itajaï, c'était à Puerto Limón. C'est Puerto Limón après le Costa Rica. Il me dit écoute, il y a Dominique Lamballe, le patron de Fenetrea là, il faut peut-être que tu le rencontres parce que là ils sont en rade avec leur bateau là. Alain et Nicole arrêtent et voilà. Et donc là, il y a un audit qui est fait et donc on est 2 sur le coup. Il y a Victorien Russard et moi. Ouais. Et donc on doit présenter un projet, tout ça. Voilà, donc je présente mon projet. Et dans la présentation de mon projet, Victorien présente un projet où il rachète Crépeau 2. Et moi, je présente un projet où je garde ce bateau-là. Mais avant, je mets un truc... C'est un multi 50, mais pas moderne du tout. Hein. Non, voilà, c'est trilogique, bateau, hein. Ouais, c'est trilogique que j'ai revu d'ailleurs à Port-Médoc la semaine dernière. Non, c'est un bateau qui a été construit, c'est un Lombard à coupeau qui a été construit par Éric Brunel à La Rochelle. Et Fred Dairel d'ailleurs aussi. Et le bateau est sympa, mais il est plus petit, il a des coques plus petites, il a un petit mât. Mais bon, le bateau a 3 coques, il a une gueule quand même. Oui. Il a une gueule. Donc voilà. Et je me souviens, donc je présente ce projet-là en disant voilà, on va faire la route du Rhum. Qui est juste l'année d'après. Hein, avec ce bateau-là, ouais, c'est en 2010. Hein. Et puis nous, il y a la Vendée. Dans la classe Ocean 50, dans la classe Multi 50 à l'époque, il y a une nouvelle course, c'est la Vendée Saint-Pétersbourg. Donc voilà, et la première fois, donc ça doit être en janvier. Je dis aux potes, je dis il y a Manu qui est Manu Guédon, Antoine Carpentier, Didier Levourche. Et je leur dis venez les gars, je vais vous montrer un truc. Je dois faire une audite là d'un bateau pour un expert, pour un mec qui veut vendre son bateau. Enfin bref, je les magouille un peu. Et donc on prend le bateau le bateau était sur un corps mort à la Trinité. Et puis on va naviguer quoi. Et je leur dis bon alors les gars vous en pensez quoi et tout. Bon, on va naviguer la première fois en fait. Tu vois c'était sympa à 15 nœuds. Ouais, c'était bonne sensation, hein. Et je leur dis bah voilà, nous c'est pour faire la route du Rhum, enfin c'est le mec qui veut faire la route du Rhum dessus et tout. Hein. Et non mais les gars là faut pas y aller, enfin faut pas là pour la route du Rhum là, c'est quand même chaud quoi et tout. Hein. Et puis là après je leur dis bah non c'est le bateau avec lequel je vais faire la route du Rhum. et la Vendée Saint-Pétersbourg. Donc voilà, c'est le début de l'aventure Fenetrea Cardinal. Donc tu remportes le casting, ou je sais le pas casting, comment, exactement. comment on dit. Donc là, ça va être un compagnonnage long avec Fenetrea Cardinal. Ouais, ils ont fait 10 ans de sponsoring. Ils ont commencé en 2009, ils ont arrêté en 2019. Ils ont fait 10 ans de sponsoring et moi j'en ai fait 9 ans avec eux. Ouais. À quel moment tu les convaincs de changer de bateau ? C'est ça qui va être le. Alors ouais, 2009, donc 2010 on fait tout ça. Tu fais 6e à la route du Rhum. Je fais 6e à la route du Rhum. T'as pas de frustration, toi qui as joué. Moi je m'éclate. Ouais. Toi qui as joué, qui a gagné 3 fois le Tour de France à la voile, qui a fait plein de trucs avant, t'as pas de frustration J'ai des frustrations parce que j'ai mal navigué sur le Tour de la Guadeloupe et je me fais avoir par Eric Nigon. Mais je me fais avoir par gamin.
Normalement, moi, en vitesse pure, si tu veux, gamin, et on se bat avec Philippe Laperche et Eric Nigon et tout ça. Et normalement, moi, en Grand Prix, je les explose. Enfin, je les explose pas, mais je termine devant eux, quoi. Et là, sur la route du Rhum, ils terminent devant moi. Ouais. Par une route nord avec gamin, avec Philippe, et puis Eric Nigon, il me passe devant dans le Tour de la Guadeloupe. Ouais. Donc non, j'ai pas de frustration parce que je m'éclate dans ce que je fais. Le bateau, on l'a fait progresser. J'ai été le premier à envoyer un spi quand ils m'ont vu avec le spi de classe 40 sur le bateau, et ils ont halluciné, quoi. Sur les parcours bananes, je descendais tout droit avec le spi, et voilà, on a passé des bouées en tête, hein. Malgré les Actual et compagnie, on passait à Fécamp. On a passé des bords de près en tête. Donc, le mec qui pirate le concept, quoi. Ben ouais, mais c'est ça, ouais. Et puis, tu vois, on joue avec les règles. Là, il y a un moment donné, tu vois, j'avais un petit mât et tout. Donc, en fait, on voulait faire une voile un peu plus grande. Et là, je commençais un peu à regarder les règles et tout. Je me suis dit, mais je suis pas. Et donc, on a modifié des règles pour que les bateaux avec des petits mâts puissent avoir des voiles un peu plus conséquentes. Et là, je me suis retrouvé avec une corne mais monstrueuse sur le bateau. Une corne de Grandval, hein, c'est-à-dire la partie haute de la Grandval qui devient rectangulaire, quoi. C'est ça, ouais. Et ça faisait la moitié de la baume, mais c'était juste de dingue. Ouais. Non, mais on s'éclatait. Techniquement, en fait, c'est vrai que sportivement, on n'avait pas un bateau dernière génération, mais par contre, on s'éclatait. Voilà, le spi qu'on a remis au goût du jour sur ce bateau-là. C'était le chant du cygne avant qu'il disparaisse définitivement. Ouais. Et puis voilà, on s'éclatait, on faisait des trucs techniquement. Et puis la Vendée Saint-Pétersbourg, moi j'en garde un souvenir juste dingue, hein, avec Didier et tout, et Richard. On s'est éclaté, hein. C'était aussi des bonnes années, hein. Alors, comment et quand tu convaincs Fennetra d'investir dans un en 2011, on fait la Jacques Vabre qu'on abandonne parce que là, il y a eu des conditions juste dingues aussi, mais parce qu'on casse la cloison de mât, et avec Didier. Et en fait, alors, il y a un premier tour avant le départ de la Jacques Vabre en 2011. Il y a le Grand Prix de Fécamp. Et là, à Fécamp, il y a Yvon Cardinal et Dominique Lamballe qui sont là. Et on sait, les deux patrons, et on sait que Crêpe-Waou arrête. Ils arrivent en fin de contrat, et donc le bateau va être à vendre. Et là, c'est là que ça se passe, en fait. C'est à Fécamp. Et à Fécamp, parce qu'il y a l'histoire, mon histoire avec ce bateau-là, ils se disent, il y a une belle histoire à raconter, quoi. C'est pas dans leurs moyens, clairement, mais il y a quand même un truc à faire, quoi. Et donc là, ils sont piqués. Et puis c'est là où on passe des bouées en tête avec Trilogique. Et parce que justement, on a les voiles All Purpose là un peu plus grandes et tout ça. Et puis mine de rien, le bateau, il a gagné un peu. On a gagné des chevaux, on a mis des chevaux en plus. Et je pense que là, on finit de les convaincre, puis on passe vraiment une journée juste dingue. Et cette année-là, ils se disent, ouais, bon, on fait une première offre, je crois. Avant le départ de la Jacques Vabre, il y a une première offre qui est faite pour acheter le bateau. Ouais, mais qui est refusée par Bertrand. Mais voilà, après, ils abandonnent. Francky abandonne avec. Il faisait la Jacques Vabre avec comment il s'appelle, celui qui naviguait sur Sopra, Antoine Coche. Et ils abandonnent à la Corogne, et le bateau est ramené à Lorient. Et en fait, il se passe quand même quelques mois, hein. On a récupéré le bateau en janvier, je pense, janvier 2012, tu vois. Et ton abandon sur la Jacques Vabre ne les décourage pas, y a pas de. Je crois que l'abandon était assez dur, quoi. Ouais, moi j'y croyais, franchement j'y croyais. Ouais, effectivement, l'abandon est dur. Moi je bâche un peu l'histoire aussi, je me dis bon voilà, c'est mort, enfin tu vois. Pour Didier aussi ça a été dur, je pense, Didier Le Bourge.
Ouais, c'est un peu, il s'est resté un peu en travers. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Après, bah ouais, c'est ça. Après, faut se relever. Mais c'est vrai qu'il y a une période pas facile. Et puis à la fin, on compte les points et voilà. Mais je crois que comme un bon partenariat, c'est toujours pareil. Hein. C'est pas dans les moments difficiles qu'il faut quitter le navire. Hein. Donc là, là, clairement, Dominique et Yvon, ils quittent pas le navire, bien au contraire, quoi. Ah, c'est le début quand même d'une sacrée série, quoi. Hein. Ouais. Parce que j'ai que des places de vainqueur ou de deuxième sur ma petite fiche sur les 3 saisons qui suivent, quoi. Hein. Ouais, mais oui, c'est sûr. Je sais pas que c'était facile, hein. Non. J'imagine qu'il y a bien beaucoup de travail, mais tu rentres dans une spirale assez positive, quand même. Oui, et puis en fait, aussi, je mets les moyens. Je mets les moyens pour bien faire les choses, tu vois. On a le bateau en 2012. Alors en 2012, on découvre le bateau, c'est l'année du Vendée Globe, donc il n'y a pas de transat. Donc on passe beaucoup de temps à s'entraîner en solo pour 2014. Donc là, en fait, je suis déjà dans la route du Rhum 2014. En 2012, quand on achète le bateau, c'est pour gagner le Rhum. Et clairement, en fait, moi, je m'entraîne, tu vois, avec Daniel. Je m'entraîne dur tout le mois d'octobre, là, tout le mois septembre, octobre, novembre à la Trinité, et je m'entraîne en solo. 2 ans. Sur le bateau, ouais. Et ça va aussi tout changer parce qu'on est déjà dans une logique de préparation de la route du Rhum, quoi. Donc voilà, et puis qu'est-ce qu'on met en place? On met une équipe, et puis là c'est l'influence de Daniel aussi, quoi. Donc là ouais, là on a une équipe de galactique, hein, c'est le Real Madrid, hein. Il y a Yann Eliès, Antoine Carpentier, Daniel Souben, enfin tu vois, je me souviens faire des grands prix avec Quentin Delapierre, avec Quentin Ponroy, on invite Tom Laperche, enfin tu vois, voilà, on fait naviguer du monde, on met et puis voilà, puis l'équipe qu'on a, il y a Mathieu Renaud, l'équipe qu'il y a à bord, c'est les Galactiques quand même. Enfin, je veux dire, Didier, je crois que sur les grands prix à Fécamp en 2013, je crois qu'on gagne toutes les manches à Fécamp. On doit faire 11 manches. Et on doit en gagner 10 sur 11, quoi. Et c'est ça. Imagine, toi, Didier Levourche, Antoine Carpentier, Yann Eliès, Daniel Souben. Galactique, quand même. Tu vois. Du coup, tu gagnes aussi la Jacques Vabre. On gagne la Jacques Vabre avec Yann. C'est pour ça Yann. que je parle d'enchaînement de saison qui est assez implacable. Hein. Ouais, mais là aussi, c'est pareil. Avec Yann, en fait, c'est dans un but bien précis. C'est la route du Rhum, quoi. Yann, il m'apprend à naviguer sous pilote. Il m'apprend à naviguer, prendre confiance. Il m'apprend à... Ouais, il m'a appris pas mal de choses. Hein. Ça avait fait partie c'est une des raisons aussi pour qu'on a choisi Yann. Et voilà. Et puis en plus humainement, si tu veux, il se passe un truc aussi. C'est clair, là, Yann, on a navigué ensemble aussi cette année. Ouais, c'est top, quoi. Enfin, tu navigues avec un mec comme ça, t'apprends, quoi. Toi, t'es dans une phase où justement en quelques mois, quoi, hein, t'es passé du technicien équipier réputé que beaucoup de gens s'arrachent à je deviens le patron de mon propre projet, et toi ton statut de navigateur solitaire commence à beaucoup je sais pas quelle est l'expression consacrée, quoi, mais tu commences à exister en tant que marin solitaire, quoi. Ouais, et skipper, quoi. Ouais, c'est sûr que après 15 ans d'expérience. Ouais. Alors, je sais pas. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que tu existes en tant que chef de projet, quoi. Chef de projet. Tu existes dans ton projet et tu essayes de mener ton projet le plus loin et le plus haut. Tu vois, il faut gérer. Mais c'est un changement pour toi, c'est ça que je voulais dire. T'as une mutation dans ton. C'est une chose d'être même boat captain, et c'est autre chose de devenir patron de projet. Ouais, mais c'est sûr. Mais ça commence déjà en 2012, hein, quand ils achètent ce bateau-là. J'arrête de fumer, je me mets au triathlon et on est déjà dans l'objectif de la route du Rhum.
Mais oui, effectivement, il y a aussi un déclic qui se fait. Tu vois, dans les 2010 et 2011, on est encore avec les copains, on fait du troc et on boit des coups et on s'éclate, on va naviguer on fait du Tu plaisir. deviens athlète de haut niveau là sans vouloir. Alors sans en faire trop, hein. c'était déjà le cas avant, mais parce que avec Courrier Dunkerque, on s'entraînait dur et on faisait du sport et tout ça. Enfin, mais c'était pas pareil, quoi. Là, effectivement, il y a de l'engagement à mettre, quoi. Voilà, il y a sur ce bateau-là, aller en solitaire sur ce bateau-là, il faut de l'engagement, quoi. En 2009, avec Franck-Yves, quand on gagne la Jacques Vabre, me souviens, on est au large du Portugal. Et là, il y a une prune qui arrive. Et donc, soit on a le choix on peut ajuster avec ces bateaux-là, c'est bien parce que quand même ces bateaux-là vont vite. Et donc, on peut quand même ajuster et choisir, même si s'il y a un front qui passe, il y a le front qui passe, mais on peut ajuster soit l'état de la mer, soit la force du vent, et on peut choisir où est-ce qu'on va chercher le front. Donc ça, c'est ça qui est intéressant. Et donc, on est avec il y a Jean-Yves Bernot, notre routeur, et Franck-Yves, et puis là il faut faire le choix, quoi. Soit on continue tout droit vers le sud pour essayer de faire le grand tour et prendre moins de vent et tout ça, mais par contre on prenait 200 000 de retard sur Mich et sur les IMOCA, parce que là il y avait plus Yves non plus, Yves avait chaviré, donc en fait on était un peu tout seul, quoi. Mais on prenait vraiment beaucoup de retard sur les IMOCA. Et bon, Franck-Yves avait goût et souhait de terminer quand même devant les IMOCA. Et là, il me dit, bon, alors qu'est-ce que t'en penses ? Je lui dis, écoute, tu sais quoi ? L'année prochaine, c'est pas moi qui fais la Rome, c'est toi. Hein. Donc, il y a, à mon avis, si tu veux tester le bateau, c'est maintenant, quoi. Donc, mais moi, je te suivrai, hein, mais ce qu'il faut, c'est toi. Hein, c'est comment tu vois les choses et comment. Et donc, on a viré. On a viré. Bon, on a perdu le moteur. C'était épique, mais on a pris 45, 50 nœuds, je crois. Mais on a pris une mer incroyable. Et je pense qu'à un moment donné, si tu veux, il y a cet engagement là que tu prends, que tu as, et pour aller naviguer en solo, quoi, sur ces bateaux-là, quoi. Il y a un engagement, il y a un stress permanent. Il y a une charge mentale qui est très dure, et donc je pense qu'il faut être bien préparé, quoi. Et donc effectivement il y a le déclic à partir du moment où en 2012 ils achètent le bateau, on fait la Québec-Saint-Malo, on fait des trucs, on fait les machins, mais on s'entraîne, quoi. Et là il y a la route du Rhum en ligne de mire pour 2014 et il faut s'entraîner, quoi. Donc on laisse rien au hasard, et puis c'est là où on passe les paliers, effectivement, c'est là où on s'entoure aussi de mecs, de bons mecs qui vont m'apprendre des choses et qui vont m'aider à progresser, parce que justement il me manque aussi des cases. Il manque des cases dans mon apprentissage, parce que j'ai pas fait la solitaire du Figaro, parce que j'ai pas fait la mini, et donc du coup il faut se nourrir de toutes les expériences. Elles sont aussi bonnes à prendre pour progresser. Yann en fait partie. Et tu deviens un chef d'équipe aussi, ça c'est c'est nouveau, et puis c'est pareil, je suis bien accompagné. Enfin, tu vois, je suis chef d'équipe, mais je suis bien accompagné. Il y a Sandrine qui est là en 2014 pour accompagner le projet. Il y a Daniel qui est là quand même aussi qui donne aussi qui est le coach, mais qui donne aussi le truc. Donc en fait, tu te nourris aussi de ça, quoi. Hein. Donc la façon dont tu mènes le projet, tu sais que ça marche, voilà. Donc j'ai été bien entouré, je crois. Ouais. Bon, ça a marché, hein, tu vas gagner la Route du Rhum. Ouais. Quel souvenir tu gardes de cette exécution du plan ? Écoute, plein de choses. La Route du Rhum 2014, c'était le départ, la superbe fête au départ. L'énorme grain du départ. Je garderai le souvenir d'avoir suivi un peu Yves,
dans le golfe de Gascogne. Levec. Ouais, Yves Le Blévec. Je faisais beaucoup de vélo et du coup j'étais en sarrou. Sauf que je me suis fait avoir parce qu'il s'est arrêté, et donc je me suis fait un peu avoir, je me suis fait un peu endormir dans ce truc-là, mais en tous les cas, ouais, je garde ça. Que j'ai failli me retrouver sur le toit aussi, parce que je termine quand même, là je mets les trois étraves bien plantées, debout sur le bras. Voilà, j'ai frôlé la correctionnelle. Le Tour de Guadeloupe, magnifique, et puis c'est arrivé à Pointe-à-Pitre, et puis écoute, mon père qui est là, quoi. Ouais. Donc la boucle est bouclée. Quand t'as annoncé à ton père que t'allais faire objecteur de conscience, et puis qu'il est là à l'arrivée en Guadeloupe pour t'accueillir, bon, voilà, tu vois, c'était bien, mais ouais, je garderai ça en mémoire de cette route du Rhum 2014, en tous les cas. Ouais, c'est ça que je retiens. Ouais. Et alors c'est pas fini, parce que du coup en 2015 ça continue, tu gagnes la Jacques Vabre. Ouais. T'es un triple vainqueur de la Jacques Vabre quand même. Ouais, 2009, 2013, 2000, ouais, c'est ça. Pas mal. Bah ouais, mais depuis on fait beaucoup trop de places de deuxième. Faut que je reprenne l'abonnement à première place. Mais je veux dire, c'est la même séquence 2012, 2013, 2014, 2015 c'est la même séquence ou c'est où la route du Rhum marque une autre non, là, après 2014 faut essayer de se renouveler. Enfin, il y a quand même on essaie de développer la classe aussi dans le même. Alors, on n'a pas parlé parce temps. Que je me souviens plus à quelle période tu deviens président de la classe multi 50. Mais tu t'investis. 2016. Ah, c'est un peu plus tard. D'accord. Mais bon, je suis quand même dans le bureau de la classe depuis 2009 en fait. Ouais. Et Franck-Yves était président jusqu'en 2014. En 2015, c'est Gilles Buchenhout. Et moi, je suis président en 2016, je crois. Mais ouais, 2015, écoute, c'est un tournant parce que Cardinal arrête, il faut qu'on trouve un autre partenaire. Il y a la rencontre avec Giancarlo, on se dit tiens, on peut peut-être monter un truc intelligent. On a Giancarlo Pedoté qui a fait la route du Rhum en classe 40, qui vient avant de la classe mini, qui a fait la route du Rhum en classe 40. C'est ça. Du coup, grimpe les échelons progressivement. Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, lui, il a un partenaire sous le coude. Donc, il y a un premier contact qui est pris, et puis ça match. Et du coup, on met nos moyens en commun pour aller faire cette Jacques Vabre en 2015. Donc avec succès. Donc c'est top. Et puis lui après il vogue tout ça. Mais je pense que aujourd'hui, si aujourd'hui Giancarlo il en est là, enfin le fait qu'il est avec son projet Prismian et tout ça, on a fait beaucoup de RP en Méditerranée avec le bateau en 2015. Et je pense que du coup ça a déclenché aussi toutes ces histoires. Donc moi je suis content pour lui parce que il le mérite et c'est un bosseur et voilà. Et en fait c'était top. On a passé un bon moment. À l'arrivée de la route du Rhum, quand j'ai relu quelques interviews, dont une d'Anti Benshaft, où tu dis j'ai envie de faire un tour du monde en solitaire depuis ma route du Rhum 2014, sachant que mon Graal, mon rêve absolu serait de le faire en multicoque, mais l'accomplir dans un premier temps en monocoque serait un super challenge. Quand tu dis qu'il faut se renouveler, c'est que à partir de 2014, après ce Rhum que tu prépares pendant presque 2 ans, il y a cette petite graine là, quelque part, cette petite idée dans un coin de ta tête. Ouais, parce que ce qui est sûr, c'est que en termes de rêve, en termes de Graal, il y a la route du Rhum. Donc 2010, 2006 en tant que préparateur, 2010 où là tu touches le truc. Et là, en 2012, en fait, on te donne les moyens d'aller toucher le Graal. Et donc, tu le décroches en 2014. Je le décroche en 2014. Et là, après, tu dis il va falloir se renouveler. En tous les cas, là, tu te dis oui, il faut aller voir plus loin, quoi. Puis c'est le but au fur et à mesure, tu grandis. Au début, c'est le chenal de la Trinité, après c'est la Baie de Quilon, et après c'est les Transats, et après c'est tu veux aller voir les 3 caps. En fait, c'est aussi ça. Et t'en parles à ton sponsor à ce moment-là? Tu essayes de...
Ouais, ils sont au courant, mais ils n'ont pas les moyens. Je Mm. sais bien aussi que ni Fenetrea, ni Cardinal n'ont les moyens d'aller plus loin, si tu veux. Et puis les projets D3, D2, moi, moi, je suis un compétiteur. J'aime bien jouer pour la gagne. Faire des projets aventure, jouer en D2, enfin tu vois, en monocoque, tout ça, moi j'ai un peu de mal. J'aurais un peu de mal à faire tout ça, donc je préfère essayer de plutôt vendre un projet qui gagne. C'est aussi peut-être pour ça que je suis jamais allé faire la Mini avec mon propre projet surtout de Figaro, mais tu vois, avec trois bouts de ficelle. 3 bouts de ficelle et puis ton Laserman, tu vois. Non, moi, il faut que ça soit structuré, organisé. Il faut que j'ai les moyens de réussir. J'ai pas envie de. Moi, j'ai envie de faire les choses bien, quoi. On va y revenir un tout petit peu plus tard parce que tu vas essayer de le faire le Vendée Globe 2020 et tu avais quelques idées pour le Vendée Globe 2024. Mais juste avant, il y a encore. Tu vas faire je sais pas si c'est comment on appelle ça, mais en 2016, tu vas naviguer sur Spin Reef 2. C'est aussi cette logique-là qui est de dire tiens, je mets un pied sur ces bateaux qui peuvent faire des trophées Jules Verne, aller virer les 3 caps d'une manière ou d'une autre. Ouais, en fait, je pense que le fait de l'avoir dit après 2014, je pense que ça a aussi. T'apparais sur l'écran radar de quelques personnes. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc en 2016, quand je casse mon flotteur dans la Transat anglaise, je me retrouve à quai. Dans la classe Multi 50, il est en train de se passer aussi plein de choses. On est en train de mettre les foils. Donc là, je retrouve le bateau quand même sur le bateau à quai. Les partenaires un peu frileux, les investisseurs, enfin tu vois. Donc là, il y a un vrai changement et du coup, Yann m'appelle, tu vois. Yann Guichard m'appelle en 2016. Que tu connais depuis 15 ans. Ouais. Et là, moi, je dis oui. C'est là que l'aventure Spin Reef commence, quoi. Et avec la Québec Saint-Malo et puis les entraînements pour le tour du monde, quoi. Les différents stand-by, les mains sur la tronche. Ouais. Et puis ça match pas mal parce que quand tu rentres dans une équipe comme ça laisse la place pour faire les autres trucs, les autres projets. Et puis là, tu as un projet pour l'hiver, quoi. Donc c'était plutôt bien, ouais. On s'arrête un instant justement sur la transformation de la classe Multi 50 parce que c'est un mouvement stratégique qui est fait à un moment difficile pour la classe. Ouais, c'est une décision importante, quoi. C'est une décision importante. Comment vous en venez là? En fait, on fait un audit avec les coureurs pros et un audit avec les coureurs amateurs. Mmh. Et en fait, on leur dit surtout réfléchissez à comment voulez-vous structurer. Nous, on va réfléchir de notre côté, mais réfléchissez aussi vous, quoi. Et la classe, elle vous accompagnera. Par contre, si vous réfléchissez pas, on vous accompagne plus, quoi. Et en fait, c'est aussi ça qui s'est passé, c'est que en fait, on en avait un peu marre d'avoir les pros sur la Jacques Vabre et les amateurs que sur le Rhum. Et il y a un moment donné, il y avait un trop de décalage, quoi. Donc il fallait qu'on change le truc, c'est sûr. Donc on a parlé ouvertement, puis on leur a dit, quoi. Donc mais en fait, ils se sont pas réunis. Ils n'ont pas parlé, ils sont pas venus et ils sont pas revenus nous voir en disant voilà, on s'est réunis, on a ça comme projet, on veut faire ça. Et ils sont pas revenus nous voir et donc du coup on leur a dit nous on arrête, quoi. Je pense qu'il faut arrêter. Donc on a gardé en 2016, il y a une année de transition parce qu'il y en a qui voulaient courir The Transat, donc on les a laissés avec nous pour courir The Transat en 2016. Mais c'était le dernier. Mais je pense qu'il fallait faire cette scission. Par contre, je pense que s'ils avaient
ils avaient eu cette logique entrepreneuriale, j'aurais tendance à dire, de se prendre en main et d'avoir une vision de ce qu'ils voulaient faire, on les aurait accompagnés. En fait, clairement, ils seraient restés dans la classe. Mais en fait, il n'y a pas eu cette concertation et ils sont ils n'ont pas réussi à se parler entre eux, quoi. Ils sont même pas fait une réunion, rien du tout, quoi. Alors que nous, on a dit, bon, voilà, on veut quoi. Et puis là, avec Lalou, on a dit, on met les foils. Allez, on met les foils. Si ça marche pas, on ouvre tout. On avait 2 plans. On avait un plan A, c'était on met des foils, on regarde ce qui se passe. Et le plan B, c'était si ça marche pas, on ouvre la jauge en open. Voilà. Donc on fait un bateau volant, quoi. Voilà. On bricole dans notre coin voilà. Donc en fait, on avait ces 2 plans-là. Et donc le plan A, c'était des foils monotypes, hein, ouais, le plan A, c'était foils monotypes. Plus de foils et foils monotypes. Ouais. Et du coup, en 2016, en fait, il y a eu 2 bateaux 2 bateaux qui ont été en construction, qui sont partis en construction. Le bateau de Thibaut et Vauchel Camus et Thierry Bouchard avec Scylla Village. Et donc c'est là où on a choisi du coup les foils lancés, foils monotypes en C. Et on s'est dit voilà, on va partir avec que des bateaux qui ressemblent aux bateaux dernière génération, quoi. Bon, ça les a bien boostés, hein. Ouais, ça a mis du temps quand même. Ça met du temps. Je crois qu'aujourd'hui, la classe, elle n'a pas connu des développements, tu vois, des booms de développement. Elle est sur une pente de développement constante, en fait. Et donc, chaque année, tous les 2 ans, elle se développe. Et voilà, là, on est 8 pour la route du Rhum. L'année prochaine, on sera 10. C'est top. Ouais. Ouais, ce que je veux dire, c'est que les choix qu'on a fait en 2016, aujourd'hui c'est ça, quoi. Toi, tu mènes ce truc-là, tu mènes ce travail-là et cette présidence-là en même temps que tu continues à naviguer. À partir de quel moment tu sens que c'est un petit peu je vais pas dire le bout de la route parce que tu vas revenir au multi 50, mais est-ce qu'il y a un moment il y a un peu de fatigue ou d'usure parce que tu enchaînes les saisons de multi 50, il y a de la répétition, hein, c'est Jacques Vabre, Route du Rhum. Est-ce qu'il y a un moment tu te dis, toi qui as des envies de Vendée Globe, voire des envies de tour du monde sur des plus gros bateaux, est-ce qu'il y a une forme d'usure à un moment ou à un autre? Non, alors il n'y a pas de forme d'usure. Parce que justement, j'ai. Je dis ça, et puis sur mes lignes, j'ai vainqueur du record LSNSM, vainqueur 2e de la Jacques Vabre, 2e de la Route du Rhum. Ouais. En fait, il n'y a pas d'usure parce que à côté, j'ai l'aventure Spindrift. À côté, tu vois, 2019, on part sur le trophée Jules Verne, puis on est en fait 2017, on est sur le Jules Verne, 2018, on est sur le Jules Verne. Enfin, tu vois, il y a ce projet Jules Verne encore qui est présent. Donc en fait, il n'y a pas de, je suis pas fatigué, je suis pas usé, et au contraire, je suis bien, Tu maîtrises ton sujet. Ouais, je maîtrise mon sujet. Je sais pas si je maîtrise mon sujet, mais tu es un expert du secteur, quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais, j'ai une multicoque qui coule dans les veines maintenant, c'est sûr. Mais surtout, si tu veux, on essaye d'inculquer. Alors, si je reviens un peu sur le point de la classe, c'est que on a tout intérêt à ce que la classe vive bien, parce que c'est ce qui va représenter aussi nos partenaires dans l'écosystème. Donc si tu veux, tout est lié. Tout est lié et c'est ce qu'on dit et c'est ce qu'on essaye d'inculquer depuis des années et dans la classe, c'est que on est en régate dans les 4 sur tous les départs, mais quand on n'est pas dans les 4, on est tous dans le même bateau et qu'on a tout intérêt à travailler ensemble pour faire en sorte que notre classe, notre circuit, notre écosystème soit le plus cohérent possible pour que ça avance, quoi. Alors c'est facile, on n'est que 10, que 8, c'est plus facile que quand on est 20 ou 30, mais en tous les cas, c'est la démarche, elle est de dire faut qu'on avance ensemble, quoi.
Voilà, faut qu'on prenne des décisions ensemble. Si on n'est pas d'accord, on a le droit de pas être d'accord. Mais à partir du moment où on prend une décision, on y va, quoi. Voilà. Alors, ma question était ma question de départ était sur ton usuratoire. On a dérivé sur la classe 1650, mais c'est intéressant. Mais il va y avoir une fin d'histoire, mais qui est une fausse fin d'histoire, avec la Route du Rhum 2018, puisque ça sera la fin du partenariat avec Fenêtre. Entre-temps, il y a un nouveau partenaire qui arrive, qui s'appelle Mix Buffet. Donc, c'est les petites salades qu'on peut retrouver dans beaucoup de gares, dans beaucoup de supermarchés, sur beaucoup de bateaux pour les opérations RP ou au départ des courses aussi. La Route du Rhum, tu as dit dans une interview, tu dis, donc la Route du Rhum 2018, elle est connue pour avoir été très très engagée au niveau de la météo. Tu dis, disons que c'est la première fois de ma vie que je me suis demandé ce que je faisais là. Ouais, la 2018, c'était chaud. Tu es deuxième, hein? Ouais, je fais deuxième, mais avant, quand j'arrive aux Açores, j'ai qu'une envie, c'est prendre l'avion et rentrer à la maison, quoi. Donc, ouais, il y a plusieurs choses. Il y a quand je pars, en fait, quand on part, il y a en 2018, normalement, on doit pouvoir passer devant l'ADEP, tu vois, on doit pouvoir s'échapper et tout, et ça doit bien se passer. Sauf que moi, j'ai mon safran qui est dévissé et je suis obligé de m'arrêter à Roscoff. Et du coup, ça me met en retard pour l'ADEP, et du coup, je suis obligé d'aller dans l'ADEP. Là, mentalement, c'est dur. Franchement, toute cette partie-là, ça a été très dur. Et en plus, je suis persuadé que c'est quelqu'un qui a dévissé mon truc. C'est sûr, c'est pas possible. C'est un sabotage? Je sais pas, mais c'est. En tout cas, une malveillance au ponton. Oh ouais. Ouais. On peut pas retrouver les vis d'un palier comme ça, sorties de 4 cm. Les 4 vis sorties de 4 cm, c'est pas possible, quoi. Donc bref, du coup, mentalement, si tu veux, ça a été vraiment très dur. Et du coup, c'est peut-être aussi ça qui m'a fait repartir, finalement. Le fait d'être persuadé que c'est un truc bizarre qui s'est passé à Saint-Malo. Pour prouver peut-être que j'avais pas besoin de ça, mais en tous les cas, ça a été très dur. De repartir de Roscoff, ça a été très dur. Julien Villon a trouvé les bons mots pour me faire repartir. C'était ton routeur, ça, hein? C'est routeur avec Jean-Yves, ouais. Ils étaient en binôme avec Jean-Yves. Et puis après, bah ouais. C'était. Le contexte, hein, je rappelle juste pour ceux qui nous écoutent, hein, c'est qu'il y a la moitié de la flotte qui est arrêtée dans tous les ports de Bretagne jusqu'à Lorient. Ah ouais, ouais, peut-être. Il y a beaucoup de monde arrêté, beaucoup de classes 40 qui sont arrêtés. Les conditions météo sont très très dures, et il y a une règle qui autorise les bateaux à faire escale pour une durée assez longue s'ils sont à 150, dans un rayon de 150 000 de Saint-Malo. Je crois que c'est ça la règle, hein. Ouais, alors nous on n'a pas cette règle. Je sais plus, mais en tout cas, il y a beaucoup de bateaux arrêtés partout, hein. Le contexte est quand même particulier. Ouais, c'est pas une escale dans la région. Ouais. Mais oui, t'as raison, ouais. Et même si nous, c'est pas cette règle-là, c'est-à-dire quand tu t'arrêtes, t'es obligé de t'arrêter 4 heures. Sauf que moi, la réparation du safran, elle a duré 15 minutes. Et par contre, pénalité de 4 heures, quoi. Donc ça, c'est les règles de la classe, c'est comme ça. Et du coup, après, obligé d'aller dans le centre de l'ADEP. J'ai passé l'ADEP avec Johan Richaume, qui était à l'EIS, classe 40, qui était à la même vitesse que moi. Ouais. Pour te dire, non, c'est vite compliqué quand il y a de la mer pour aller vite, mais ouais, c'était. Et puis après, on a passé pas mal de temps avec les fronts et tout ça. Je suis tombé en rate de pilote une première fois. Ensuite, j'ai perdu mon deuxième pilote. Je suis resté 24 heures à essayer de ramener le bateau aux Açores. Ça a été l'enfer. Naviguer sans pilote tout le temps à la barre pour ramener le bateau, j'ai cru que jamais j'allais y arriver. C'est un truc de ouf, quoi. Et en plus, tu te mets dans une situation où
Là aussi, c'est l'expérience, mais tu me mets dans une situation mentale où en fait, tu as du mal à réfléchir parce que t'es cramé, cramé. Et là, tu les vois bien passer. Hein. Les hallucinations auditives, visuelles, là, il y a tout, quoi. Dans ces cas-là. Et en fait, tu te mets dans une situation mentale où tu n'arrives plus à réfléchir et tu vois pas la solution. Et ça, c'est gênant. Alors que la solution, elle existe. Mais elle est à portée de main. Et en fait, tu la vois pas. Et donc, à un moment donné, je décide d'arrêter le bateau complet, me mettre à la cape et je vais dormir 1 heure. Quoi, parce que j'en peux plus. Et c'est après, une fois que j'ai dormi, que j'ai réussi en fait à réparer une partie du pilote. Donc j'ai réussi à avoir un pilote en mode compas, au moins, et donc j'ai pu ramener le bateau aux Açores. Mais ce qui est incroyable, c'est que c'est juste mental, quoi. Parce que la solution, elle est à bord, elle est là, et c'est souvent comme ça. Mais en fait, c'est toi qui ne la vois pas ou c'est toi qui ne vas pas la chercher. Et tes freins, c'est contre toi, en fait, c'est contre toi-même, quoi. Et ça, c'est impressionnant. Donc bref, une fois que j'ai ramené le bateau aux Açores, je passe, il y a Thibaut qui vient juste de passer. Quand j'arrive, lui, il repart. Il y a Gilles Lamiré qui est passé devant moi juste avant, 1 heure avant. Et moi, je m'arrête aux Açores. C'est dur. C'est dur et je dis au gars, écoute Steph, c'est soit on répare le pilote Madintech NKE, soit le Bravo 4 et NKE, soit je repars pas, quoi. Quitte à se faire plaisir sur la deuxième partie, il faut que le pilote, faut que j'ai un bon pilote, quoi. C'est pas le travail, ça fait 1 an et demi qu'on travaillait sur ce pilote-là. Ça fait chier d'avoir été obligé d'arrêter déjà à cause de ça. Et puis je vais dormir et quand je me réveille, là aussi pareil, tu vois, finalement avec le repos, on arrive à réfléchir différemment. Et je portais les couleurs d'une association qui s'appelait Rêve de Clown. Et quand je reviens au bateau, quand je me réveille, je mange un morceau et tout ça. Et là, je repense en fait aux gamins que j'ai été voir avec l'association. Donc, c'est des clowns qui accompagnent dans l'acte médical les enfants pour que ça soit plus simple pour eux. Et en fait, avec les clowns, là, on avait été voir un petit gamin en fin de vie, tu vois, qui avait le cancer, je sais plus, une leucémie ou un truc comme ça. Et en fait, quand tu repenses à ça, tu te dis, mais attends, tu peux pas abandonner, quoi. Est-ce que lui, il abandonne ? Non. Est-ce que toi, tu vas pas quand même... faut y aller, quoi. Rien que pour eux, il faut finir. Il faut finir le job. Et comment ça devient à l'esprit à ce moment-là ? Là aussi, c'est... En fait, tu te poses la question, qu'est-ce qui peut me faire continuer et qu'est-ce qui me fait arrêter ? Tu fais les plus, les moins, et voilà, quoi. Donc, parce que tu as quand même du monde qui te suit, tu as des partenaires, tu as un machin. Donc, tu te dis, tu peux pas lâcher, quoi. Et en même temps, tu n'as qu'une envie, quoi. Moi, j'avais qu'une envie à ce moment-là, c'est j'arrêtais la voile. Je retournais chaudronnier, quoi. Sans déconner, c'était un moment, mais qui était pas simple. Et c'était la première fois que c'est arrivé ? Ouais, première fois. Ouais. Où là, tu te demandes, putain, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi ? Dans la mer et tout, là. Avec Johan à côté, je dis putain, mais je fais quoi là ? C'est n'importe quoi. Oh, bon, bref. Et du coup, cette pensée-là pour ce petit garçon te fait te dire ouais, il faut y aller, quoi. Il faut pas abandonner. Ouais. Il y a dans la vie, il y a des choses bien plus graves, quoi. Ton pilote est réparé ? Et donc là, j'arrive au bateau, Stéphane me dit c'est bon, j'ai réparé le pilote. Quand il me dit ce que c'est, là, tu te dis mais attends, j'aurais pu le faire moi-même. Sauf que voilà et donc là c'était des trucs à ressouder, mais je sais pas si j'aurais pu le faire, mais en tous les cas on avait exploré cette hypothèse là et finalement il avait raison, quoi. Bon, bref, on repart, mais bon, là quand on repart il y a 30 nœuds dans le port. Alors, à 25 nœuds, tu peux pas bouger le bateau. Donc là, il y a un zod qui pousse, machin.
heureusement qu'il est là. Et puis, en fait, on a un commissioning à faire en route. Mais en fait, on n'arrive pas à le faire, quoi. C'est quoi un commissioning ? Obligé de réinitialiser le pilote sur les commandes de barre. Ouais, d'accord. Donc, tu fais un pousser, un tirer. Mais tu peux pas le faire à l'arrêt, il faut le faire en route, quoi. Il fallait le faire en route, quoi. Et là, il y a 30 nœuds. Donc là, on a la chance d'avoir un ferry qui coupe le vent. Et donc, un bateau d'un gros ferry de croisière, là. Et en fait, on a 300 mètres, il faisait peut-être 200 mètres. Donc là, on avait 200 mètres où on était à peu près à l'abri du vent. Et on pouvait faire le commissioning, mais on n'arrivait pas à faire marcher le pilote. Enfin, quoi, on est resté 1 heure à faire des allers-retours là-dedans, dans l'avant-port. Et donc à faire les transferts, c'était faire monter à bord. En fait, finalement, le câble réseau était pas branché. Enfin bon, bref. Bon, on arrive à s'en sortir. Et je pars 3 riz au RC du port. Et bon, enfin, je repars, quoi. Et là, je coupe toute la com. J'envoie une vidéo. Je dis à Julien, bon voilà, je suis parti, puis écoute, on verra bien, et puis on se rappelle plus tard. Et en fait, j'ai tout coupé et je suis resté 24 heures en hibernation, quoi. J'ai fait mon ours polaire et je suis resté dans mon bateau et j'ai essayé de reprendre confiance. Et puis la première heure, ça déboulait bien, hein. On était 2 riz au RC, j'ai renvoyé le deuxième riz, le bateau allait à 30 nœuds. Je commençais à reprendre confiance, plus ça va, plus je remontais du chariot, c'était nickel, et puis je commençais à prendre plaisir. Et puis voilà, j'ai tracé un trait, j'ai dû faire je sais pas combien de milles en 24 heures, mais c'était top. Et c'était reparti. Et là, du coup, au bout de 24 heures, j'ai rallumé, je dis tiens, je vais appeler le routeur quand même, pour avoir une météo. Et puis c'est là qu'il me dit écoute, c'est vachement bien ce que tu as fait depuis 24 heures, continue comme ça. Voilà. Là il y a moyen tu vas être avec tout le monde, il y a un resserrement de la flotte, donc il y a pas de panique, il y avait moyen de faire podium, quoi. Donc voilà ce que j'arrive à faire, mettre du charbon et puis jusqu'à l'arrivée, quoi. Et cet épisode-là, il a laissé des traces ? C'est comme si j'avais vécu 2 routes du Rhum, quoi. Il y a une première route du Rhum de Saint-Malo aux Açores, et il y a une deuxième route du Rhum des Açores à Pointe-à-Pitre, quoi. Et la deuxième phase, elle est juste magique, quoi. Là, je fais des pointes à 39 nœuds sous Genac, sous pilote. 25 nœuds de vent. Puis là, je vois bien que je suis 2 nœuds plus vite que Armel, quoi. Donc, si tu veux, je suis à fond, quoi. Je suis au taquet. Là, je suis en train de le rattraper, quoi. Donc, je me dis, putain, s'il lui arrive le moindre truc, tu peux le croquer, quoi. Donc ouais, je lâche pas. Ce qui est marrant, c'est que c'est le pote des Glénans de 25 ans avant, quoi. Ouais, c'est drôle, ça. Et vous êtes tous les deux sur le podium à Pointe-à-Pitre. Donc c'est la fin d'une séquence, quand même. C'est la fin d'une première séquence, en tout cas avec Fenetrea. Ouais, alors c'est la fin du partenariat avec Fenetrea. Donc là, moi je m'étais engagé. Je m'étais aussi engagé parce que Yvon Cardinal était resté dans la boucle jusqu'en 2018, armateur du bateau. Et donc je m'étais engagé. Armateur, mais pas partenaire du bateau. Pas partenaire. Et donc je m'étais engagé à ce que le bateau change de main dans tous les cas après la route du Rhum, quoi. Donc il fallait quand même bien finir avec les armateurs, et donc en fait il fallait vendre le bateau. Mais bon, c'était le bon moment, fallait vendre. Voilà, Mix, ils étaient un coup oui, un coup non. Bon, allez hop. Il faut passer à autre chose, quoi. Dans tous les cas. Donc c'est soit Mix rachetait le bateau, soit ça partait ailleurs, quoi. Et c'est là où tu as des envies de vendre le globe. Ouais, parce que tu sens bien que Mix Buffet, ils sont capables d'y aller tout seuls, qu'il y a potentiellement encore de la place, mais c'est un peu chaud. Et puis, mais ça peut le faire. Et puis en fait, Mix, ils vont, on y va pas. C'est un peu trop long la décision. Et puis finalement, il y a moins en moins de bateaux, hein. Les bateaux se vendent comme des petits pains. Et puis à un moment donné, tu te dis, attends, là, il y a le risque qu'on reste sur le quai, quoi.
Donc, moi, j'ai toujours été honnête avec mes partenaires. Hein. J'aurais toujours dit la vérité. Donc, je leur ai dit, oui, on peut avoir un projet vendé, mais il y a un risque que potentiellement, il faut avoir conscience qu'on n'est pas obligé de partir, quoi. Enfin, on est susceptible de rester à quai parce qu'il n'y aura pas de place, quoi. De là, ils ont dit non, quoi. Alors, peut-être que, à tort, hein, peut-être que j'aurais dû pas leur dire la vérité, hein, mais bon. Parce qu'à jouer leur dire la vérité plus tard. Ouais. Mais bon, voilà, j'ai peut-être fait une connerie. Là, mais... Bon, écoute, c'est pas grave. Dans tous les cas, c'était comme ça. Moi, j'avais repris mes études à ce moment-là. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Hein. Ouais. Donc, je me suis pas non plus focalisé sur le truc. Alors, tu vois, j'ai repris mes études avant la route du Rhum. Hein. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, de manière, l'être humain, il a besoin de de se former, un besoin de retourner à l'école, un besoin d'apprendre. Enfin, je pense. Et puis, moi, du coup, je cherchais un truc j'étais plutôt parti pour faire une licence TAPS dans le but de pouvoir avoir les diplômes pour gérer une écurie de course au large, management du sport. Et en fait, en cherchant ce genre de compétences, comment acquérir ce genre de compétences, c'est Eric Flagel qui me dit non, écoute, tiens, va voir Gilles, là, il y a un DU accompagnateur de performance, regarde à l'ENV. Et puis là, j'ai regardé, ouais, pas mal. Ça peut donner des bons outils. Et surtout, le DU pouvait me donner aussi, parce que j'avais pas le BE ne suffisait pas à accéder à la licence TAP en formation professionnelle. Donc en fait, il fallait que je passe par un DU. Et donc le DU pouvait me donner cette accession-là. Et donc du coup en regardant le contenu de la formation et tout ça, et puis les encadrants qu'il y avait, je me dis putain, ça peut être vraiment bien. Et du coup j'ai foncé. Ouais. Et c'était top. Et je regrette pas du tout. Et donc c'était une super formation, une super expérience de coaching, et qui aujourd'hui, clairement, en fait, si aujourd'hui j'avais pas fait cette formation-là, si j'avais pas, j'aurais pas fait ce que je fais maintenant, quoi. J'aurais pas monter le projet pour construire un bateau, enfin, parce que la base du projet Ocean 50, c'était de construire un sister ship de Fabrice Kayak. Alors on y vient, parce que du coup cette petite phase de transition post-route du Rhum, excuse-moi, je t'ai coupé, mais pour qu'on enchaîne derrière, elle va pas durer, au final elle va pas durer si longtemps que ça. Tu vas... Ouais, alors après 2018, il y a 2019. Donc, il y a toujours du stand-by avec Spindrift. Il y a toujours du stand-by avec Spindrift. Donc d'ailleurs, on fait un demi-tour du monde, hein, 2019 en janvier. On s'arrête en Australie. On reste un mois là-bas en Australie. Du coup, moi, je finis ma formation dans le même temps et je commence aussi en tant que boat capitaine de Spindrift. À partir de juillet, quoi, un truc comme ça. Et pour préparer un second Jules Verne. Bon, après, il y a plusieurs choses. Et déjà, le Jules Verne, l'aventure Spindrift, s'arrête en janvier. Je me fais virer. Première fois que je me fais virer de quelque part. Bref, divergence d'opinion avec le nouveau directeur, parce que Léo était parti. Léo Lucet. Et voilà, et Yann avait laissé les clés à un mec, et voilà, et ça le faisait pas. Enfin bref, du coup, je suis parti à fin 2019, en janvier 2020. Mais ce que ne savait pas Spindrift à l'époque, en fait, c'est que depuis août 2019, Armel, il m'a appelé
et Armel Lecléache avec Bang Pop. Et... Il y a deux Armel. Ouais, il y a Armel Fripon et il y a Armel Lecléache. Et donc Armel m'appelle, il me dit voilà, il y a le gros bateau qui arrive, tout ça, mais l'année prochaine, on pourrait faire la Transat AG2R, enfin la Transat en double. Et après, derrière, il y a quand même l'ultime, voilà, tout ça, quoi. Je dis ouais, c'est bien ça. Donc Armel, il me laisse le mois d'août pour réfléchir. Et puis en septembre, je le rappelle, je dis banco, on y va. Et puis en plus, ça pouvait continuer à jouer avec le boulot de boat capitaine de Spindrift, tu vois. Bon bref, tout ça s'est bien passé. Et puis du coup, on a commencé les entraînements avec Armel en janvier 2020. Moi, du coup, j'ai... C'était marrant de devoir arriver sur le Figaro, quoi. Ouais, Figaro 3. Et puis avec un triple vainqueur. Ouais. Figaro 3 avec Armel. Donc là, je me suis préparé comme jamais. J'ai mis... parce que fallait faire honneur à la navigation avec un mec comme Armel. Et donc, on a fait quelques stages à Port-Laf, 2, je crois, 3. Et puis après, il y a le Covid qui est arrivé, quoi. Confinement. Ouais, alors en fait, ce qui est important, c'est que quand je me fais virer chez Spindrift, du coup, j'ai 2 objectifs. Un, faire au mieux avec Bang Pop, parce que là, j'ai une chance inouïe de pouvoir déjà rentrer dans une écurie comme Bang Pop, naviguer avec Armel, donc là aussi, je vais apprendre plein de choses. Et puis, il y a une autre opportunité, c'est que là, ça va me laisser le temps de finir mon DU, parce que j'ai la soutenance et le rapport de stage à faire. Et ça, c'est en mars. Et donc, du coup, dans le même temps, je navigue avec Armel, mais quand je me mets à fond sur mon rapport et à fond sur ma soutenance pour le DU. Et donc, quand arrive le confinement et le Covid, et donc fin de chantier chez Bang Pop, et je passe ma soutenance à l'UBO le 13 mars, je crois, comme ça, et le 19 mars, on est tous confinés, quoi. Une semaine avant. Ouais, donc une semaine avant, et l'UBO ferme le vendredi, quoi. Donc, j'étais hyper content d'avoir fini mon DU avec des bonnes notes. Enfin, c'est vraiment super. Moi qui avait du mal à passer le tronc commun et d'aligner 3 phrases, là aujourd'hui, j'avais réussi à faire quand même un DU un peu plus un peu plus littéraire. Et c'est qu'à sciences humaines que la chaudronnerie. Exactement, et c'était top, tu vois. Et j'ai rencontré des profs et des gens de la promotion qui étaient juste super. Donc j'en garde un très bon souvenir, et puis du coup ça me donne une double compétence d'accompagnateur de perf et de coach, et du coup je commence un peu à voilà, je me dis que ça peut être bien aussi de commencer à faire un peu de coaching, donc c'est pas mal. Pourquoi je reviens juste sur l'appel d'Armel, pourquoi il fait appel à toi? T'es pas figariste, non, t'as pas fait ça fait longtemps que t'as pas fait de monocoque. Ouais. Alors en fait, il y a 2 choses. La première, c'est le mono, c'était... Enfin, je pense qu'Armel, il sait très bien que j'ai fait du monocoque, Figaro 1 et tout, donc il sait que potentiellement j'avais les aptitudes pour m'en sortir. Le fait de switcher de support, c'est pas forcément très gênant. Et puis surtout, le deuxième truc, c'est que en fait, les compétences du multicoque, je pense que c'est là-dessus en fait qui était intéressante pour lui, quoi. Donc c'est mes compétences de multi pour le gros bateau, quoi. D'accord. Et du coup, il y avait un double challenge, mais il y aurait eu une belle histoire d'accompagner Armel. Enfin, je pense que s'il n'y avait pas eu le confinement, clairement, c'était la route tracée, c'était la mise à l'eau de l'ultime et accompagner Armel jusqu'à la route du Rhum, jusqu'à cette route du Rhum. J'aurais été voilà. Bon là, il y en a d'autres qui le font à ma place, hein. Je crois que c'est Seb qui l'accompagne. Exactement, là, Sébastien Josse. Donc, tu vas, il y a quand même un Vendée Globe dans l'équipe Bang Pop. Tu vas travailler avec. Ouais. Alors, exercer tes talents de coaching avec
Avec Clarisse, ouais. Avec Clarisse. Ouais. Alors, effectivement, donc il y a confinement, tout ça, on arrête le projet, mais et il y a la Vendée Arctique qui arrive quand même à partir. Et là, pendant la Vendée Arctique, Ronan m'appelle et il me dit, ouais, écoute, on a pensé, on doit mettre un remplaçant en place pour le Vendée Globe et on a pensé à toi. Donc est-ce que, alors je dis, ouais, c'est super. Et du coup, ils ont demandé à Clarisse, enfin tout ça. Clarisse, elle a accepté. Et puis, quand Clarisse est revenue de la Vendée Arctique, on a eu un petit entretien avec Clarisse, et puis pour voir comment ça allait matcher, tout ça. Et puis en fait, on était sur la même longueur d'onde. L'idée, c'était de partager. C'était pas de l'attendre par derrière et lui faire un croche-patte pour qu'elle tombe et que je prenne sa place pour faire le Vendée. Mais non, l'idée c'était de l'accompagner dans le truc, essayer d'apporter effectivement la compétence de coach, parce que le monocoque, j'y connais pas grand-chose, mais l'idée c'était d'apporter un peu un regard différent. Et puis surtout d'essayer de l'accompagner. Ça, j'ai passé un super moment avec l'équipe, déjà avec l'équipe Bang Pop, et puis avec Clarisse, j'ai découvert un personnage, un super personnage d'ailleurs, et c'était top. Ouais, c'était vraiment top. Est-ce que ça ne fait que renforcer tes envies de Vendée Globe, de l'approcher d'aussi près? C'est sûr que faire de l'intérieur comme ça, c'est intéressant, c'est une première expérience. J'ai trouvé ça dur pour les concurrents d'avoir fait ça à huis clos, le départ. Mais j'ai fait l'arrivée, donc c'était super. Et ouais, ça ne fait que le Vendée peut-être, mais ça ne fait que renforcer le fait que j'ai envie d'aller faire le tour du monde. En équipage, en solitaire, 3 coques ou une coque, peu importe. Mais en tous les cas, oui, j'ai besoin d'aller passer le Cap Horn. Ça va venir. Tout ce petit programme est balayé par un grand retour multi-50. Raconte-nous comment, alors que... c'était pendant le confinement. Que tu avais changé de projet, et comment tout ça... En fait, pendant le confinement, il y a... Bon, déjà, enfin, il n'y a pas que... C'était une réflexion qu'on avait déjà entamée après la Route du Rhum 2018, parce qu'il y avait du mercato, les bateaux changeaient de main, tout ça. On avait des bateaux qui étaient en construction. Et donc, on avait déjà cette réflexion sur il va falloir quand même qu'on se bouge un peu pour se réinventer, parce que là, c'est pas gagné, quoi. Et moi, tu avais pris du recul, mais tu étais toujours présent dans la classe. Ouais, en fait, je m'étais engagé à refaire, à aller jusqu'au bout du Vendée Globe Route du Rhum, cette Route du Rhum 2022, pour la présidence, quoi. Et après, je lâcherai le truc. Donc, on a préparé. Normalement, le prochain président sera Thibaut. Tu diras, l'élection est jouée d'avance. Ah non, ouais, c'est sûr. Alors, en tous les cas, en fait, on a aujourd'hui, Thibaut est vice-président, et vice-président, président, tout ça, c'est qu'un titre qui sert pas à grand chose, mais en tous les cas, on a préparé la suite logique, avec un état d'esprit, avec une philosophie, et aujourd'hui, Thibaut en est le digne représentant. Voilà. Logique. Et parce que la suite, ça se prépare. Si on veut pas laisser le truc pourrir, et donc c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on fait depuis maintenant quelques années. Donc ça fait 4 ans qu'on prépare ça, donc c'est top, et moi je suis super content. Et donc pendant le confinement, si tu veux, il y a rapidement, on lance le truc que il faut qu'on se voit, quoi. Il faut qu'on se voit, il faut qu'on réfléchisse ensemble, et donc du coup on doit faire une visio tous les 15 jours, je crois. Donc, entre skippers, ouais. Voilà, pour regarder ce qu'on fait, machin, tout ça. Et puis il y a les nouveaux qui arrivent, quoi. Il y a Sam qui arrive, il y a Letton. Sam Goodchild. Ouais, Sam Goodchild. Donc du coup il y a ce renouveau là. Et enfin pas encore sur le Covid. L'année du Covid, pas encore. Mais en tous les cas, il y a Seb qui est là, Sébastien Rogue. Et donc, du coup, ça donne un peu de fraîcheur, quoi. Fabrice Caillère, qui est en train de construire son bateau.
Bon, franchement, ça donne beaucoup de fraîcheur au truc. Et puis, il y a cette vision qu'on a envie d'avoir pour les futures années, qui est une vision qu'on a déjà dans les cartons depuis des années, avec la Loue. On sait très bien que ça passe par un circuit dédié, que ça ressemble à l'Orma, et que voilà. Mais on n'a pas cette petite touche. On n'a pas cette. Il nous manque un truc, quoi. Et là, Seb et Fabrice viennent apporter leur petite fraîcheur avec des idées nouvelles, des rencontres, des gens, et c'est là où on rencontre Upswing, machin et tout, et puis voilà, c'est là où ça part. Alors, donc Upswing, c'est au départ une boîte de production de cinéma dans lequel il y a un frère, son autre frère. Mille et une prod, ouais. Mille et une prod. Voilà, Edouard Moria. Il a un frère qui s'appelle Julien Moria. Julien, qui lui qui est DG de la Fédération française d'athlètes. Voilà, qui est dans le sport, dans les industries du sport. Et ils s'associent tous les deux pour créer une boîte d'organisation où ils mettent en commun leur savoir-faire et organiser le circuit dédié. C'est ça. Alors au départ, on a juste on a une vision. Donc on leur donne un peu le truc. C'est Seb qui met en relation. En fait, c'est Seb qui nous met en relation avec Upswing, parce que par l'intermédiaire d'un autre mec, Charles de Rincourt. Et puis, au final, rapidement, ils arrivent grâce à notre vision, ils arrivent à monter un projet et puis à nous présenter un truc, quoi. Bon, entre-temps, il y a quand même le Covid. Il y a un truc qui est essentiel, c'est que on n'a pas assez de bateaux. Les mecs râlent parce que on peut plus exercer notre sport, machin, tout ça. Il y a tous ces trucs-là. Et bon, il y a quand même des courses qui vont avoir lieu. Il y a la Dream Cup, il y a tout ça, mais en fait, il n'y a pas de bateaux qui vont faire les régates. Donc là, je pousse une gueulante monstrueuse et je leur dis à une visio, et je leur dis les gars, stop, on arrête, quoi. On s'est battu pendant le Covid pour faire en sorte que la classe et ses skippers soient reconnus sport professionnel pour pouvoir exercer votre métier. Maintenant, vous mettez vos bateaux à l'eau, vous allez naviguer, quoi. Moi, j'ai pas de bateau, tu vois. Donc, moi, je peux me permettre de les secouer. Et là, il y a Thierry Bouchard qui me dit écoute, Erwan, t'as raison, je te file mon bateau. Donc, ok. Et donc voilà. Parce que lui, il a un bateau qui est en vente, mais qui ne part pas, quoi. Et lui fait la route du Rhum 2018 et souhaite prendre du recul, quoi. Ouais, c'est ça. Là, en 2019, il l'avait prêté à Loïc Féquet. Et puis voilà, après le Covid en 2020, il me dit vas-y, t'as qu'à prendre le bateau pour faire la Dream Cup et tout, quoi. Et comme ça faisait 4 bateaux au départ de la Dream Cup. Donc c'est ce que j'ai fait. On a pris le bateau et tout, c'était cool, hein. Mais du coup, ça a permis. On gagne. On fait la Dream Cup, on fait podium. C'est là que je navigue avec Xavier Macaire. Pendant la Dream Cup. Après, on gagne avec le bateau, on gagne Saint-Quay-Portrieux. C'est le Grand Prix, hein. Le Grand Prix de Saint-Quay, ouais. Et puis à Brest, le Grand Prix de Brest, alors on fait 4e, mais peu importe mais ce qui est important dans le Grand Prix de Brest, c'est que il y a la première rencontre. En fait, Upswing nous présente les contours du projet Pro Sailing Tour. Et donc là, on rentre dans le vif du sujet, et Julien et Edouard sont à Brest pour naviguer et tout ça, quoi. Et donc ça marque tout le travail qu'on a fait pendant le Covid et pendant l'année 2020. En fait, à la fin à Brest, en 2020, on a le contenu de ce qu'ils ont préparé, de ce qu'ils vont nous présenter pour l'année prochaine, quoi. Donc pendant toutes ces années, pendant tous ces mois de préparation, j'ai qu'une envie, c'est de remonter un projet pour aller courir à la Pro Sailing Tour. Non mais il y a un moment donné, pendant des années, on se dit putain, il va falloir qu'on ait un circuit dédié, un machin, des trucs et tout, que ça va ressembler à l'Orma et tout. Et là, on est en train de monter un projet. Exactement ça. J'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Donc en fait, donc l'opportunité que me prête son bateau Thierry, c'est top. Bon, malheureusement, après, le bateau est tout de suite vendu, hein. On a gagné 5 quais, du coup, Emmerich rachète le bateau
l'année d'après. Qui devient Layton, donc. Hein. Qui devient Layton. Voilà. Et c'est top parce que l'objectif était. Moi, j'avais rempli l'objectif avec Thierry quand c'était fixé, c'était vendre le bateau et c'était bien. Mais bon, après, du coup, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, quoi. Donc là, je dis, je vais construire un bateau pour la route du Rhum. Enfin, c'était pas pour la route du Rhum, c'était pour le Pro Sailing Tour. Parce que la route du Rhum, c'était pas dans les plans au départ. Au départ, hein, ouais. Je voulais juste faire le Pro Sailing Tour. Non, le but, c'est je commence à monter un projet pour construire le sister ship de Fabrice Kayak. Donc voilà, donc là on avance, machin. Thierry, il est à fond. Thierry Bouchard, il veut m'accompagner dans cette aventure. D'accord. Plutôt comme investisseur, du coup, j'imagine. Ouais, c'est ça. Comme ouais. armateur, quoi. Ouais. Il y a pas mal de monde. J'ai quelques partenaires qui sont sous le coude, qui veulent m'accompagner et tout. Donc voilà, donc je commence à travailler pour ça. Mais on a un premier refus des banques pour nous financer la construction du bateau. Et là, il y a la conférence de presse à Paris qui approche pour présenter le Pro Sailing Tour. Et là, il y a Thierry qui me dit mais Erwan, pourquoi on louerait pas un bateau existant? Et puis tu fais le truc, quoi. Voilà, tu prends le bateau de Lalou et puis... je dis ouais, t'as raison et tout. Parce qu'il y a le bateau de Lalou qui est sur les... Qui est à vendre. Qui est sur les rayons. Ouais. Alors là, du coup, je me dis ouais, t'as raison, on va peut-être faire ça, quoi. Et entre-temps, puis là, il y a 3 semaines qui sont fatidiques, il se passe plein de choses. Parce que... Donc, on est 2 à faire une offre à Lalou Multi. Il y a Armel et moi. Armel Tripon et moi. Inséparable. Inséparable. Et donc, je fais mon offre à Lalou Multi pour acheter le bateau. Et 5 jours après... il y a Fabrice qui m'appelle, il me dit bon Erwan, écoute, mon bateau est à vendre ou à louer. Bon, je lui dis écoute, tu peux pas faire ça, Fabrice, c'est pas possible. Enfin, tu vois, tu peux pas arrêter comme ça. Là, c'est bon là, tu vas découvrir ton bateau, tu vas le faire naviguer, c'est les meilleurs moments qui arrivent là. Faut peut-être juste expliquer qui est Fabrice Kayak, parce que c'est pas un coureur pro, hein, c'est un entrepreneur qui a bien réussi, qui avait un laboratoire, entre autres un laboratoire pharmaceutique, qui a été sponsor il y a très longtemps de la Solitaire du Figaro, qui s'appelait Vite Harmonie. C'est ça. Et qui du coup s'est passionné de voile et s'est construit un Ocean 50 maintenant. C'est ça, avec l'objectif d'apprendre en fait, de prendre un skipper pour apprendre à faire du multicoque. En tous les cas, se former et puis éventuellement, c'était pas sûr, mais c'était la cerise sur le gâteau, éventuellement à Rome. Mais dans tous les cas, le premier objectif, c'était vraiment faire la Jacques Vabre avec un skipper aguerri pour ce qui se forme, quoi, pour ce qui soit formé, quoi. Et à la course au large en multicoque. Et bon, voilà, le projet est parti un peu en vrille et puis Thierry en a eu marre, il a perdu pied sur son équipe et puis il a viré tout le monde et puis il a arrêté le projet, quoi. D'accord. Bon, c'est triste. Après, moi je dis tu peux pas arrêter comme ça, c'est pas possible, quoi. Si t'en as marre de ton équipe, tu vires tout le monde et puis tu prends Armel et puis tu montes une autre équipe, quoi. Et puis ça va marcher, hein. Enfin, il y a plein d'autres gens, quoi. Donc non, donc je lui dis écoute, je te laisse le week-end pour réfléchir et puis après il me dira. Donc le dimanche Lalou m'appelle, il me dit écoute, on t'a choisi toi. Je dis écoute, on va attendre un peu parce que là il y a un autre bateau qui est arrivé sur le marché quand même. Donc qui est plus récent du coup, hein. Qui est plus récent. C'est l'état de l'art, c'est le dernier. Et puis ça fait 6 mois que nous on a un projet de construire le sister ship. Donc si tu veux, pendant 6 mois t'en as rêvé jour et nuit. Il y a un moment donné, tu te poses les bonnes questions, quoi. Et là, du coup, avec tous les partenaires, là, on n'a qu'une idée en tête, quoi. On y va, quoi. On fonce, quoi. On loue le bateau et puis voilà. Donc l'idée, c'était de louer le bateau pour faire le Pro Sailing Tour et éventuellement, si on trouvait la queue d'Aradi pour finir, on aurait fait la Jacques Vabre. Mais l'objectif, c'était juste de faire le Pro Sailing Tour. Et donc du coup, je fais une offre à Fabrice en lui disant voilà, je te loue le bateau avec 3 étapes. L'étape 1, c'est Pro Sailing Tour. L'étape 2, c'est la Jacques Vabre.
Et si jamais j'arrive à t'acheter le bateau à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre, je te l'achète moins ce que je t'ai donné en loc. Il accepte, tout ça, nickel. Donc voilà, donc me voilà en avril à Marseille à récupérer le bateau. Donc entre-temps, on est dans la démarche de chercher des ronds. Et dans la démarche de chercher des ronds, je rencontre Pierrick Brognier, le patron de Coesio, et qui fait un audit. Alors le dossier arrive sur la table et qui fait un audit avec tous les gens qui lui ont présenté un projet au mois d'avril. Et donc dedans, il y a plusieurs projets de propositions de bateaux. Ouais, en fait, Coesio, ils sont arrivés dans la voile parce que Benjamin Ferté a déposé un dossier chez Coesio à Angers. À l'époque, chez ses pros. Benjamin Ferré, ouais, avec Jean Le Cam. Et donc du coup, comme c'est un entrepreneur un peu qui est étonnant et qui est différent des autres, Pierrick Brognier, il leur a dit ok, la course au large ça peut être bien, ok, pourquoi pas, mais challengez-moi quoi. Qu'est-ce qui se passe dans la course au large quoi? Ok, il y a un projet Vendée Globe, on va jouer en D2 ou D3 avec un mec qui a pas de palmarès. Ah ok, il y a Jean Le Cam, mais bon, c'est pas Jean Le Cam, c'est... Donc challengez-moi, qu'est-ce qui se passe dans la course au large, quoi? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce qu'il y a pas mieux, quoi? Et donc du coup, il y a mon dossier du coup qui arrive sur la table. Il y a par Arnaud Laurie, là, par un mec de Nantes. Et donc il y a une réunion un audit, un casting qui est organisé à Concarneau. Et donc ils vont voir Jean Le Cam et Benjamin, ils vont voir le pôle de Port-Laf, ils vont voir François Gabard, donc François qui est en recherche active de partenaires à l'époque. Et ils font vraiment un grand tour avec plein de projets très différents. Ouais, mais bon, ils font, tu vois, et puis quand ils vont voir le pôle de Port-Laf, c'est Figaro classe 40, donc en fait, ils font l'éventail, quoi. Et autant te dire que là, moi, j'y vais hyper détendu à ce rendez-vous, parce qu'en fait, je me dis, on passera jamais. Tu vois, François, Jean Le Cam, tu vois, c'est gros niveau, quoi. Donc en fait, par contre, on a potentiellement le conseil d'administration de NGE à présenter le projet. Et donc en fait, j'y vais vraiment dans la logique de m'entraîner pour présenter le projet à NGE, quoi. Donc c'est quoi NGE? C'est une boîte de bâtiment. D'accord. Ouais. Et donc du coup, on y va dans le but de s'entraîner. On prépare le truc correctement, mais. Et super, moi je sors de rendez-vous, je dis voilà, j'ai tout dit, c'est bien, parfait. Et surtout, je challenge Pierrick Brognier. Je dis samedi, je suis à Marseille, je récupère le bateau de Fabrice. Venez faire un tour samedi. Et puis du coup, il était venu le samedi faire un tour dans la baie dans la rade sud de Marseille. Avec le bateau de Fabrice, avec Planet Warrior. Donc c'était sympa. Et puis après, ils ont donné leur le challenge Coesio, c'était un one shot, one shot Transat Jacques Vabre avec des objectifs à remplir. En fait, c'est la marque Coesio, elle n'existe que depuis 1 an. En fait, avant, ça s'appelait CEPRO. C'est 28 entités qui ont sous différentes formes et qui ont décidé de partir avec une seule marque et un seul nom. Donc, c'était l'année dernière. La présentation, c'était à Cannes l'année dernière. Et donc, le challenge, c'était mettre le bateau à l'eau, garder le nom caché, faire le film, faire la banque image, et présenter le projet aux collaborateurs, aux 2500 collaborateurs à Cannes, avec une vidéo. Et il fallait que le nom Coesio reste secret. À partir de avril, ils m'ont donné leur réponse en juin. Tu vois, et donc on a monté tout le projet comme ça, et ça a été un premier challenge, il était là, quoi.
Donc et on a réussi. Quand on a mis le bateau à l'eau, on avait viré tous les marquages. Enfin, on avait bâché le bateau. Donc le bateau était violet, mais sans nom, quoi. On avait réussi à garder. En fait, c'était super. Quand on a présenté le projet à Cannes, c'était top. Et donc c'était un one shot Jacques Vabre qui a continué, qui continue maintenant sur un projet de 2 ans avec le Rhum et la Jacques Vabre 2023. Parce que du coup, le Pro Sailing Tour, tu le fais pas sous les couleurs de Coesio La première année, non, on le fait sous les couleurs de Ciel à Village. Mais là, cette année, tu l'as fait. Et là, cette année, on l'a fait sous les couleurs de Coesio. D'accord, ça marche. Donc c'était un one shot sur l'année 2021. Ouais. Et du coup, vous faites 2e à la Transat Jacques Vabre avec Xavier. Voilà. Et c'est ça qui les incite, qui les encourage à signer pour 2 autres années supplémentaires. Bah ouais, ça s'est bien passé. On fait une belle régate avec Xav. Et puis ça se passe bien. Enfin, il y a un truc aussi qui s'est passé, quoi. C'est sûr que Une autre rencontre encore. Ouais, une belle rencontre, ouais. Ouais, carrément. Non, une rencontre avec une entreprise, avec un groupe. Et avec une dimension humaine qui est hyper importante dans l'entreprise, quoi. Ouais. Qui est Great Place to Work, enfin, tu vois, qui a des labels un peu intéressants pour le bien-être au travail. Enfin, voilà, tout ça est très très intéressant. Et bon, c'est une boîte qui est très connectée, c'est très IT, c'est l'impression, c'est la gestion des documents, des matérialisations, le cloud, la téléphonie. Donc ouais, c'est une belle boîte. Et alors du coup, sans présager du futur, c'est des gens que tu aimerais emmener sur d'autres projets c'est sûr que... Je te dis ça alors que tu viens de les re-signer juste pour 2 ans. Ouais, après... Donc si vous écoutez ce podcast... Aujourd'hui, je suis pas dans l'état d'esprit de se dire j'ai une carrière à faire, j'ai un machin à faire, j'ai un truc, il faut que je les emmène là et tout ça. J'ai qu'un leitmotiv, c'est profiter de chaque instant qui m'est donné en tant que skipper et en tant que marin et en tant que meneur de projet. Mon leitmotiv il est là, et donc en fait je profite, j'ai profité de la Jacques Vabre. Là j'ai profité de cette année, on a des moyens, donc j'ai essayé de monter une belle équipe. J'ai essayé on a fait naviguer des femmes, on a fait naviguer Audrey, Mathilde Géron et Mathilde Géron. Ouais. Je naviguais avec Yann. Enfin voilà, on a monté une belle équipe de marins. Pablo Saint-Tourdé del Arco. Et voilà, on se fait plaisir, quoi. Enfin, faut être très clair. On se fait plaisir sur le Pro Sailing Tour. On fait le job, on fait beaucoup de RP. On essaye de faire en sorte qu'il soit le plus content possible. Et puis voilà, on met tous les moyens pour aller gagner cette route du Rhum. On essaye de faire les choses vraiment bien. Donc, et tout ça pour dire juste que l'idée c'est de rien regretter, de leur proposer autre chose, on verra. Voilà, on n'en est pas à discuter de l'avenir, mais oui, c'est un groupe qui aura les moyens d'aller faire le Vendée Globe en D1 sur un bateau un peu sympa. C'est un groupe qui a les moyens d'aller faire de l'ultime. C'est un groupe qui a les moyens d'aller faire un Jules Verne. Voilà. Après, qu'est-ce qui sera le mieux pour eux en termes de stratégie, de vision? On la construira ensemble s'il y en a une. Et s'il n'y en a pas, dans tous les cas, ça se terminera en 2023. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Pierrick Brunier, c'est un entrepreneur. Il m'accompagne dans le truc. On a acheté le bateau ensemble. On a monté une entreprise pour acheter le bateau. Vous êtes co-armateur ? On est co-armateur. Ah, c'est un montage assez rare. Oh, ouais, sûrement, ouais. Et c'est un co-armateur avec lequel... Lui à titre perso ou Coesio ? Pardon, je me permets des questions indiscrètes. C'est lui à titre perso, mais effectivement, tout ça est cautionné par Coesio. Donc dans tous les cas... C'est en disant sur son application, quoi. Ouais, voilà. Je traduis, mais... ouais, c'est ça. Et surtout, c'est prendre conscience que moi, en tant que skipper, j'ai un intérêt à la fois
faire en sorte que les bateaux ne perdent pas de valeur. Continuer à travailler au sein de la classe pour que les bateaux continuent à prendre de la valeur, que le circuit prenne de la valeur, que tout notre écosystème puisse perdurer au mieux. C'est aussi ça, c'est l'intérêt et il l'a bien vu. Donc c'est top. Enfin, c'est assez rare. Ouais, je pense pour être souligné. Je pense que c'est des gens qui ont une vision assez claire, et qui ont aussi sûrement des qualités de. Je sais pas s'il l'aurait fait avec tout le monde, mais en tous les cas, il a bien vu qu'il pouvait me faire confiance. Mais de s'associer, on connaît des modèles d'armateurs, de skippers armateurs, qui sont armateurs tout seuls avec quelques investisseurs. On connaît des modèles de sponsors armateurs, mais des modèles de co-armateurs, de co-armement entre un sponsor et un skipper, j'en connais pas beaucoup. Écoute, c'est un modèle, c'est ce qu'il m'a proposé. Moi, j'ai accepté tout de suite, et puis voilà. Et puis du coup, ça. Quoi qu'il arrive, il s'est engagé à pas vouloir revendre le bateau au bout des 2 ans. Donc en fait, je pourrais garder le bateau en exploitation après. Donc soit le louer, soit trouver un autre sponsor. Donc c'est plutôt honnête, correct. Tu vois, c'est de l'entrepreneuriat. Exactement. Voilà. Donc c'est top. Ce qu'on ne soupçonne pas toujours dans tous les projets de bateaux. On parle beaucoup de bateaux, mais il y a très souvent des histoires d'entreprise. Il y a des belles histoires. Donc voilà, on verra bien de ce que sera la suite. En tous les cas, mon leitmotiv, c'est profiter de l'instant présent. Voilà. Et du coup, aller un jour virer le Cap Horn. J'ai bien retenu. C'est ça. Bon, Erwan, merci beaucoup d'avoir pris autant de temps dans cette période. Ah oui, tu vas regarder ta montre. Ah oui, il est 1h. Eh oui, il est 1h. Oh putain, j'ai rendez-vous à 1h30. Ouais, je fais bien. En fait. Parfait, c'est parfait. T'as juste le temps de manger et d'aller faire ton sport après. Merci beaucoup d'avoir pris autant de temps dans cette période assez dense post-Route du Rhum. C'était vraiment sympa d'entendre le parcours de l'objection de conscience au Glénan jusqu'à ce qu'on vient de raconter. Comme quoi, rien n'est tracé, tout est. On peut construire beaucoup de choses. Il n'y a pas besoin d'être un fils de régatier breton qui a fait les Jeux Olympiques pour faire des belles trajectoires. Croire en ses rêves. Exactement. Merci beaucoup, Erwan. Merci à toi. On se retrouve dans quelques semaines. On essaie de se croiser dans la foule Malouine. Si vous nous avez suivis jusque-là, merci à vous. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez, comme d'habitude, de ces 2 épisodes, puisqu'il y aura 2 épisodes. On va couper en 2. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est important, je le dis à chaque fois. Et puis n'hésitez pas à nous envoyer des mails, à nous dire c'est bien, c'est pas bien. On essaye de répondre à tout le monde. On est un peu chargé en ce moment, mais on essaye de répondre à tout le monde. Et puis on se retrouve alors dans 15 jours si vous écoutez tout d'un coup, ou dans une semaine si vous écoutez les 2 parties séparément. On a quelques invités en soute, on a un peu d'avance sur la programmation, ce qui est très très rare chez nous. On a un tout petit peu d'avance. Voilà, il y a encore quelques beaux marins arrivés. Salut Yoran, merci beaucoup. Merci Pierre. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into the Wind produit par Tip & Shaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel Into the Wind. À bientôt.